Bonjour, bienvenue à bord. Non, vous ne rêvez pas, je suis bien sur un bateau et ce bateau est en train de franchir un pont. Nous avons embarqué en effet sur Cavalier 3 qui circule tranquillement, c'est le moins qu'on puisse dire, sur le canal latéral à la Loire. Et à cet endroit que l'on appelle le Guettin, le canal enjambe l'Allier. Curieux, non? Nous sommes à 15 km de Nevers, à moins d'une trentaine de kilomètres de la Charité-sur-Loire. Nous partons dans la direction de Sancerre. Aux commandes, Jean-Christophe, assisté de Carole. Je vous retrouve dans un instant, d'autant plus que sur le quai se trouve déjà Jean-Louis. C'est notre première rencontre. Les fauvettes sont gourmandes. Elles vont venir se nourrir des fruits du sureau yèble. Regardez, certaines d'entre elles sont passées par là parce que des fruits sont portés manquants. Alors ce sureau, et à l'inverse du sureau noir qui fait un tronc et des branches, lui ne fait que des tiges et des feuilles qui vont faner. Et au printemps, à partir du rhizome, d'autres tiges toutes vertes vont repartir. Méfiez-vous, lui aussi il tâche. Je viens de ramasser une poignée d'escargots. Ce sont tous des Bourgognes et ils ont tous été mangés par des oiseaux. Probablement une pie ou une griffe musicienne. Plutôt une pie en ce moment parce que les griffes ne sont pas encore toutes là. Elles ont défoncé la coquille à coups de bec pour manger l'animal qui se trouve à l'intérieur. Mais j'ai remarqué aussi que ces coquilles étaient très légères. C'est tout simplement parce que nous sommes sur un sol siliceux et les escargots, si j'ose dire, n'ont pas de calcaire à se mettre sous la dent, donc dans la coquille. Mais je vais rejoindre Jean-Louis qui est en train de démailler. Terminé. En général, en quelques secondes, on démaille des oiseaux à condition d'être assez habile, expérimenté. Oui, parce que je suppose quand même que... Ah, bah dis donc! Et en plus, elle a encore suffisamment d'énergie pour se défendre. Bien sûr. On la met dans le sac aussi, ou vous la relâchez, non? Je vais la mettre dans le sac. On l'examinera tout à l'heure. La première opération à faire quand on veut baguer un oiseau, c'est d'identifier l'espèce. Il s'agit d'une fauvette à tête noire. Mais il n'y a pas de noir sur l'oiseau, c'est donc la femelle de l'espèce. Je prends donc une bague du Muséum de Paris, elle est posée et l'oiseau va donc être immatriculé pour le restant de sa vie. Donc je vais transcrire sur une fiche certains renseignements que j'ai déjà accumulés sur l'oiseau. Cette longueur d'aile, assez importante, au-dessus de ce que l'on rencontre chez les oiseaux français, pourrait être l'indice d'une origine assez lointaine, nordique, bien entendu. Sachant que le sac pèse 2 grammes, ici cela fait 23,5, donc moins 2, 21,5. Elle est dans une bonne moyenne, là? Oui, c'est un poids supérieur à la normale. Ah bon? Autrement dit, l'oiseau est en migration. Ça, c'est absolument certain. Et en pleine forme.
Nous arrivons dans le port de Marseille, mais ici, les bateaux de pêche sont remplacés par des péniches, puisque ce Marseille-là porte un S à la fin. Il s'agit de Marseille-les-Aubigny. C'est un charmant petit village, c'est un lieu escale, c'est un relais, mais c'est aussi l'endroit où l'on peut rencontrer le canal du Berry. Ce canal aujourd'hui est désaffecté, mais il contient encore, dans quelques endroits bien secrets, ces fameuses tortues, les cistules. Nous arrivons sur le sable. Et là, on peut jouer au Robinson Crusoe, là. Oui, nous sommes sur une île presque vierge de présence humaine. Par contre, elle est sûrement bien fréquentée par les animaux sauvages. On en a une bonne preuve ici, avec des traces. Ils sont balèzes, hein, c'est les traces de héron. De héron cendré. C'est l'espèce la plus volumineuse de héron que l'on ait dans la région. Et puis juste à côté, il y a aussi des traces de ragondin. Je viens de ramasser dans l'herbe une libellule. Elle est en train de vivre ses derniers instants. C'est l'automne pour elle aussi. Elle va mourir. Regardez comme elle est belle. C'est une brousse avec des arbres, des buissons, des plantes herbacées. La belle de nuit? Oui, c'est la Loire des îles. Il y a des îles qui font plusieurs dizaines d'hectares. Et ce que l'on voit en face, c'est justement non pas une rive, mais une rive d'île. C'est énorme en fait, c'est boisé, c'est une forêt en face. C'est une forêt alluviale, assez âgée, avec une forêt de bois tendre, représentée par les saules et les peupliers. Une forêt de bois dur, avec le chêne pédonculé, avec l'orme, avec le frêne. Et évidemment, la forêt de bois dur, c'est la plus ancienne. Et est-ce que cette forêt arrive à contenir du gros gibier, comme par exemple le sanglier ou le chevreuil? Ici, on rencontre à la fois du sanglier, du chevreuil, quelquefois des cerfs. Tous ces animaux franchissent de temps en temps les bras de Loire entre les îles et puis viennent se réfugier ici parce que c'est une zone en réserve de chasse pour le gibier d'eau, mais ça sert aussi évidemment pour les mammifères. Et ce tronçon de Loire d'une vingtaine de kilomètres entre la Charité et au-delà de Pouilly-sur-Loire va devenir très prochainement une réserve naturelle officielle. Donc on ne cueille pas les fleurs, on ne ramasse pas les champignons, etc. Dans Anvers, il y avait un pêcheur, il y en avait un à Fourchambault, il y en avait deux à la Charité, il y en avait un à Pouilly, deux à Pouilly, trois ici, à Cône et à Neuville-sur-Loire. Là, tout ça s'est disparu. Vous êtes le seul maintenant ici dans le coin, là? Oui. Et puis on fait, comment je vais vous dire, on est plus réactif, il faut autre chose au bout. C'est pour la pêche qui peut nourrir son autre. Il n'y a plus grand-chose comme poisson. Et vous croyez que c'est les cormorans? Ah ben ils nous font du mal, hein. Ça nous font du mal. Vous ne croyez pas que c'est plutôt la pollution, les barrages? Non, la pollution, il n'y en a plus. Non? On a été emmerdé il y a 25 ans avec la pollution, mais tout ça, ça s'est arrangé. Il n'y a plus de pollution. Parce qu'autrefois, quand vous citez tous ces pêcheurs qui étaient sur la Loire, il y avait autant de cormorans, il n'y en avait pas plus qu'aujourd'hui. Ah, il n'y en avait pas du tout. Vous envoyez 4 sur 50 km. Ah, il n'y en avait pas. Moi, j'ai connu un cormoran quand j'avais 35-40 ans. On n'en voyait pas. C'est parce que vous les confondiez avec les corbeaux? Bon, bah, c'est sûr. C'est connerie. Nous nous réveillons ce matin avec la brume, mais quoi de plus normal sur un canal en début d'automne? Je vous emmène faire un petit tour en forêt. Nous aurions pu également visiter le pays bocagé, ce qu'on appelle ici le pays fort. Ça sera pour une prochaine fois.
toujours du sport, parce qu'il s'agit d'attraper une grenouille agile. Et celle-ci est vraiment agile. Regardez la longueur de sa patte. Regardez comme elle est fuselée, comme elle est fine, elle est très jolie. Et en plus, sa coloration est rose. Elle est vraiment très très belle. La tache temporale est très foncée, c'est une bonne façon de la reconnaître. Alors ce sont des petits animaux qui gagnent la forêt pour passer l'hiver. En automne, les jours de brouillard sont des jours extraordinaires parce que les toiles d'araignée se recouvrent d'un joli chapelet. Ce sont des perles de rosée. Et c'est une épère. C'est une araignée qui a toujours l'habitude de se tenir dans sa toile la tête en bas. Et on la reconnaît très bien, cette épère. C'est une épère diadème. Regardez son dessin et la croix qu'elle possède sur l'abdomen. Il y a du monde là-dessous. Regardez. 1, 2, 3, 4, 5. C'est tout. Des salamandres. Elles sont en train de rentrer profondément sous la souche pour passer l'hiver. Elles se mettent hors gel. Du noir, du jaune. Le jaune, c'est une couleur d'avertissement. Ça veut dire aux petits animaux, attention, je suis vénéneuse, ne me mangez pas. Et c'est vrai qu'elles sont très toxiques. Regardez toutes les petites dents qu'elles possèdent sur la peau, sous la peau, à fleur de peau. Regardez, on les sent ces petites dents avec le bout du doigt. Elles sont très nombreuses. Les principales sont ici, juste derrière la tête. Même pour l'homme, elles sont quelquefois ennuyeuses, si je peux dire. Quand on les a tripotées comme je viens de le faire, il est très désagréable ensuite de toucher ne serait-ce que le bord des yeux. Ça irrite très fort et ça fait très très mal. Allez, je vais les remettre dans leur souche. Elles vont retourner à leur travail qui consiste à s'enfoncer dans le sol pour passer l'hiver. Mais alors, imaginez la scène. C'est l'hiver, vous avez froid, vous prenez une souche, vous la mettez dans la cheminée. Quelques instants après, vous voyez sortir une salamandre du feu. Eh bien, c'est comme ça que naît la légende de la salamandre qui naît dans le feu. Vous avez compris pourquoi? La salamandre hibernait dans la souche, la chaleur du foyer l'a réchauffée, et comme elle ne voulait pas cuire, elle est sortie à toute vitesse. Alors vouloir jeter des pierres au bateau? Ben oui, non justement. Mais après, pour eux, il y a trop. Prochain coup, encore un suivi et je retourne. Ça vous gêne un peu quand même dans votre Oh. sport favori là? Oh, Non. trop quand même. Il y a des moments ensuite, ça dépend lesquels. Il y en a qui viennent juste survoler, et il y en a d'autres qui sont raisonnables. Qui Ils passe doucement. ralentissent, oui. Regardez, Ouais. celui-là n'a presque pas fait de vague. Exactement. Si tout c'était comme ça serait impeccable. Connaissez-vous cette liane? C'est Vitis vinifera. Elle est capable de développer des sarments, des tiges, sur plusieurs dizaines de mètres de long. Elle est vieille comme le monde. On en rencontre des empreintes dans certains calcaires de la fin du tertiaire. L'homme l'utilise pratiquement depuis toujours grâce à ses fruits, grâce à ses baies. Elle est répandue dans tout l'hémisphère boréal, mais surtout dans les régions tempérées. Aujourd'hui, les hommes, justement, l'ont dressée, si j'ose dire. Ils l'ont capturée, ils l'ont élevée, de telle sorte que les sarments ne se répandent pas n'importe où. Ils les contiennent. Ils développent un fruit tout à fait exquis, et je suis persuadé que ce fruit, André, qui est un peu plus loin, dans le haut de la vigne, va nous en parler. Alors André, de ces baies, vous en faites quoi? Et on va faire du Sancerre rouge. Et vous voyez la qualité de la vendange cette année, c'est bien mûr, pas de pourri, ça devrait être impeccable.
Ça, c'est du vin rouge. C'est du vin rouge. Et on Est-ce peut qu'on faire... Ah, pardon, excusez-moi. C'est la question que j'allais vous poser. Oui. Est-ce qu'on peut faire du vin blanc avec du raisin rouge? Oui, effectivement, parce que c'est pas du vin blanc, c'est du vin rosé. Mais enfin, en Champagne, avec le même raisin que ça, ils font du Champagne, du vin qui est blanc. Alors, ils ont une méthode, eux, qui est différente de la nôtre, parce que le raisin est posé dans des caisses comme ça et est mis au pressoir directement. Et nous, on le met on le met dans des comportes ou dans des bennes, comme vous voyez ici, et le raisin est remué. Alors donc, ça lui donne un petit peu de couleur, mais pas beaucoup, puisque le jus du raisin de Pinot est un jus qui est très clair. D'ailleurs, vous le voyez quand on fait ça, voilà. Alors, vous n'avez aucune couleur dans cette voilà. Tout à fait. Mais alors, pour extraire la couleur est dans la peau de la graine et la couleur, la voici ici. Voilà. Il faut à la macération et à la fermentation, dans une fermentation à chaud, que cette couleur qui est sous la peau de la graine se diffuse dans le jus. Moi j'ai passé des années quand même épatantes ici. Hein. La preuve, 32 ans pour y rester. 32 ans à la même écluse. J'ai failli m'en aller 2 fois et j'y suis resté quand même, vous voyez. Alors pourquoi vous êtes resté? Parce que je me plaisais là. Alors, vous avez vu passer de tout. Vous avez vu passer oui. des péniches. Péniche française, et hollandaise, belge, enfin un peu de tout, allemande aussi. Des péniches tractées par des chevaux. Ah ben là, on avait des petits berrichons. C'était des chevaux, des mulets ou des hommes. Et les colliers aussi. Puis alors les Schneider et puis les minerais, les grosses péniches. 220, 230 tonnes. Et qu'est-ce qu'on appelle la bricole? Alors, ça c'est des personnes, soit la marinière avec les enfants ou les mariniers, parce qu'il en faut un à la barre. Oui. Hein, les macarons si vous aimez aussi. Et ils sont reliés au bateau par une sangle, quoi. Et c'est eux qui le tirent à terre, quoi. Tout le long, comme ça. Ah, c'est pas rapide. C'est un bateau tracté par les hommes. Oui, tracté par les hommes ou les femmes. Ça y est, ça existe. On n'est pas sexiste. Il n'y a pas de problème. Et le moteur est venu beaucoup plus tard alors? Oh, ben, ça a commencé en 51, il y avait déjà du moteur. Hein. On les appelait les culs de poule. Les culs de poule. Et pourquoi les culs de poule? Parce qu'ils avaient la forme, et c'était un nom qu'ils leur avaient donné, ils avaient la forme de culs de poule, quoi. Ouais, on appelait ça, mais les premiers, j'entendais parler, c'était bien un culs de poule.